Donc on va s'attaquer au mécanisme de l'évolution. Il y a beaucoup de vocabulaire précis et les limites doivent être bien connues de manière claire pour pouvoir répondre aux choix multiples. Alors on va commencer par la microévolution. Donc c'est l'ensemble des changements dans la fréquence des allèles d'une population. Donc on est dans une seule espèce, toute la population de cette espèce, et d'une génération à l'autre, les allèles vont changer. Donc il va y avoir plus ou moins de certains phénotypes. Alors la macroévolution, ce sera différent, ça ce sera au niveau au-delà de l'espèce, donc quand on considérera l'évolution à un stade, une échelle plus grande. Voilà, ici un exemple du phalène du bouleau, quand il y a eu de la pollution dans certains endroits d'Angleterre, il valait mieux être un phalène qui avait l'allèle carbonaria, parce que sur un bouleau pollué, on était moins visible qu'un phalène de départ qui était avec des rayures. Par contre, dans les endroits non pollués, on trouvait uniquement des bouleaux clairs, et donc les phalènes clairs étaient vraiment favorisés par la sélection naturelle des oiseaux qui venaient manger les phalènes qui voient. Alors, les causes de cette microévolution, de l'évolution des populations des fréquences d'allèles, alors c'est des mutations. Donc au départ, il faut que l'ADN change. Je rappelle que Darwin ne connaissait pas l'ADN, donc je l'ai répété plein de fois. Donc les mutations, c'est rare. C'est au moment de la réplication, il y a des appariements de base qui ne sont pas bons et qui ne sont pas réparés. Donc la plupart du temps, quand il y a des mésappariements, ils appellent ça comme ça, il y a des correcteurs. Mais il y a quand même, c'est rare, il y a un certain nombre par million de réplications. Alors, elles n'ont pas d'effet en une seule génération, donc la mutation sera chez un individu. Si elle est au niveau de ses gamètes, elle peut être transmise à la génération suivante, et l'effet qu'elle pourrait avoir, cette nouvelle mutation, ce nouveau phénotype, ce nouvel allèle, à moyen ou à long terme, si ceux qui ont cette mutation, qui l'ont reçue de leurs parents et les transmettent à leurs enfants, s'ils se reproduisent plus que les autres, on peut avoir une évolution de la fréquence des allèles, et donc une microévolution. Alors la dérive génétique, c'est aussi une variation de fréquence d'allèles, mais ici c'est sous l'effet de facteurs aléatoires. Donc c'est pas l'évolution grâce à la sélection naturelle, c'est des changements de fréquence d'allèles qui peuvent avoir lieu soit par des événements externes, des incendies, des séismes, des épidémies, et donc il va avoir un effet d'étranglement, c'est-à-dire que on va faire une sorte de sélection naturelle, mais très, très drastique, très énorme. Donc beaucoup moins de fréquences d'allèles. Une autre façon d'avoir très très peu d'allèles, et donc d'avoir certains qui pourraient être mieux sélectionnés que s'ils étaient noyés parmi des milliers d'autres, c'est l'effet fondateur. Donc quand il y a un petit groupe, de nouveau une petite quantité de variétés d'allèles qui vient dans un nouvel endroit. Donc soit vous vous retrouvez avec peu parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, soit vous vous retrouvez avec peu parce que vous venez d'aller ailleurs et que vous n'êtes pas encore nombreux. Donc c'est des effets d'étranglement, effets fondateurs, c'est de la dérive génétique, donc le fait que les allèles changent, et c'est quelque chose d'aléatoire. Alors le flux génétique, c'est à l'envers, c'est par rapport à la dérive génétique, ça peut l'effacer en fait. Donc les flux génétiques, c'est quand vous avez une population où il y a une certaine fréquence d'allèles, une autre population où il y a une autre fréquence d'allèles, parce qu'elles étaient isolées, on verra tous les facteurs d'isolement un peu plus bas. Et on est toujours dans la même espèce, mais deux populations à deux endroits différents ou séparés autrement que par la position. Il n'y a pas que ça. Et donc, il peut y avoir des flux, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre deux populations où les fréquences étaient légèrement différentes. Et donc, ça peut amalgamer, faire revenir à égalité les deux populations. Alors, la sélection va être aussi un gros facteur de microévolution, du fait qu'on va vers de nouvelles espèces, et donc à partir du moment où on a des nouvelles espèces, on commence à parler de macroévolution. Donc c'est la fameuse sélection naturelle dont Darwin avait parlé sans savoir. Si, la sélection naturelle, ça, il savait déjà comment ça fonctionnait. C'est on est mangé où on se reproduit mieux. Donc les sélections, elles peuvent être naturelles, elles peuvent être sexuelles. Donc la sélection naturelle, c'est plus une question de compétition, de bagarre, de protection, plus de alimentaire, on va dire. On mange avant les autres, on mange plus les autres. Et donc ceux qui sont plus compétitifs, qui se reproduisent plus, qui atteignent plus l'âge adulte, qui sont plus résistants, on va dire, ils vont mieux disséminer leurs allèles, ils vont avoir plus d'enfants et donc leurs allèles vont être plus fréquents. Alors, une autre façon de faire,
c'est avoir du succès aussi au niveau du sexe opposé. Donc depuis qu'il y a la reproduction sexuée, il faut se trouver son partenaire et c'est pas si facile. Et parfois, le job d'une vie va être de séduire la femelle. Et donc, on va avoir, dans certaines espèces, un fort dimorphisme sexuel. Donc ça, c'est le mâle et la femelle qui sont fort différents. Donc le mâle, la femelle a peu de gamètes, peu de cellules sexuelles. Et donc, elle va bien sélectionner son mâle. Et le mâle, il va être avoir beaucoup de gamètes. Il va vouloir conquérir le maximum de femelles. Et donc, d'après la quantité de gamètes, on a des comportements différents. Et donc, la sélection sexuelle, c'est de nouveau avoir davantage d'enfants, mais pas spécialement parce qu'on est plus efficace au point compétitif alimentaire, mais au plus efficace pour la reproduction au niveau de la conquête. Et les modes changent. Alors, la spéciation, c'est la formation de nouvelles espèces. Et donc justement, quand une population a une certaine fréquence d'allèles et que génétiquement certaines mutations vont faire on ne sait plus se reproduire avec une autre espèce. Donc une espèce, c'est des individus qui forment une population, mais parfois plusieurs, qui vont pouvoir se reproduire ensemble et faire des individus fertiles. Donc quand il y a une différence, une divergence, une différenciation, quelque chose qui devient différent dans une population initiale, deux choses qui apparaissent grâce à tous les paramètres qu'on vient de dire, les dérives génétiques, flux génétiques, sélection naturelle et sexuelle. On peut aller jusqu'à l'isolement reproductif. À partir du moment où on ne sait plus se reproduire ensemble, on a une formation de nouvelles espèces. Alors, ce n'est pas toujours total. Certaines espèces différentes peuvent se reproduire, s'hybrider, mais par contre, les descendants ne sont plus fertiles. Quand on a des espèces comme l'âne et le cheval, ils peuvent faire des mulets, donc des enfants ensemble, mais les mulets ne se reproduiront pas. Alors, qu'est-ce qui explique la spéciation ? Il y a deux façons d'avoir de nouvelles espèces. Alors, la formation allopatrique, je peux conseiller de voir les racines grecques pour pouvoir s'en sortir, mais ici, il y a le mot ailleurs dans allopatrique, et la patrie, donc il s'est placé ailleurs, donc il s'est isolé géographiquement. Donc il y a eu, un séisme, une île qui est partie, enfin, il y a des populations qui se séparent, et la sélection est différente sur les différents endroits, et donc suffisamment longtemps, et donc on a des populations qui au départ étaient compatibles, qu'ils deviennent non compatibles. Alors les effets d'isolement, on les verra juste après. L'autre façon de provoquer l'apparition d'une nouvelle espèce, ça peut se faire au même endroit. Donc simple, c'est quand on est sympathique, on est dans le contact. Donc il peut y avoir l'apparition d'une nouvelle espèce sans séparation, donc avec une aire de répartition qui se chevauche, mais il y a eu quelque chose qui s'est placé pour que ces populations ne se reproduisent plus ensemble. Alors qu'est-ce qui peut séparer ? Donc s'il y a une mutation au niveau des gamètes et que les gamètes femelles n'attirent plus les gamètes mâles, ou que la pénétration, donc la reconnaissance entre les protéines des gamètes mâles et femelles qui permettent la fécondation sont mutées, il peut y avoir un isolement au niveau des gamètes. Il peut y avoir un isolement dans le temps. Donc si les accouplements et les périodes de fertilité et les maturations des gamètes ne sont pas au même moment dans l'année, il n'y aura aussi pas possibilité de se reproduire ensemble. Alors mécanique, ça c'est une question, des trompes, ça ne correspond plus l'un avec l'autre. Au niveau chromosomique, ça c'est surtout chez les plantes, on peut avoir des polyploïdies. Donc chez les animaux, on est haploïde, diploïde, les gamètes sont haploïdes, apportent la moitié du patrimoine génétique, mais chez les plantes, on peut avoir parfois des triploïdes, des quadriploïdes, et après, il faut correspondre entre soi. L'isolement éthologique, l'éthologie, c'est plus le comportement, et donc si on ne sait pas draguer une partie de la population, on ne se reproduira plus avec elle. L'isolement écologique, c'est des milieux différents, il y en a qui montent plus haut sur la falaise et d'autres qui restent plus bas.
Et l'isolement géographique, c'est celui qu'on avait dit, c'est le fait qu'on est parti sur une île qui s'éloigne ou qu'il y a tout à coup une chaîne de montagnes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la microévolution qui va jusqu'à la spéciation. Donc la microévolution, c'est des changements dans une même espèce au sein des différentes populations d'une même espèce à différents endroits. À partir du moment où on a une spéciation, une nouvelle espèce, on va parler de macroévolution quand on regardera l'évolution de plusieurs espèces, de tout un groupe d'individus. Donc on va aller à des stades supérieurs. Donc on va aller dans les... ça porte des noms, hein, des embranchements, des... Oh, je ne reviens plus sur tous les mots, mais on verra ça un peu plus loin dans les arbres. Et donc, pour avoir macroévolution, il faut une accumulation de transformations morphologiques. Donc, les espèces restent proches, cheval et âne, ou bien s'éloignent davantage. Donc, dans l'arbre de l'évolution, on est un peu plus loin. Quand on considère la macroévolution, on prend un peu de distance. Donc, soit ça prend vraiment beaucoup de temps, plusieurs espèces, plusieurs branches qui évoluent les unes après les autres, soit ça peut quand même être assez brutal quand les mutations portent sur des gènes du développement, les fameux gènes OX ou OM, ça c'est des groupes de gènes OX, ou des remaniements chromosomiques, donc des pertes de chromosomes, des ajouts de chromosomes. Dans ce cas-là, on peut avoir des espèces nouvelles qui ne vont plus du tout ressembler à celles d'avant. Et donc dans ce cas-là, quand les espèces sont fort différentes, quand on a une grosse différence, c'est de la macroévolution. Donc, justement, les fameux gènes architectes, qu'on appelle aussi des gènes homéotiques, les gènes OX ou OM, ils sont responsables de la chronologie et du plan de formation d'un embryon. Donc, les embryons, c'est du côté des vertébrés. Vous n'aurez pas d'embryons chez les bactéries. On les trouve chez beaucoup d'animaux, pas seulement les vertébrés, aussi les insectes. Et donc, ils se ressemblent, c'est des gènes homologues, on verra l'épreuve de l'évolution juste après. Et donc, ces gènes vont activer toute une série de gènes du développement. Donc, c'est les gènes du développement, ils vont activer la fabrication de la tête avec ses yeux, puis du thorax, puis des membres. Et ils s'allument les uns après les autres chronologiquement. Et si jamais il y a des mutations là-dedans, qu'il y a un ordre qui change, des choses qui prennent du retard, et donc on peut avoir vraiment un développement dans l'embryon de manière totalement différente s'il y a des mutations à ces endroits-là. Alors il y a aussi les switches, c'est le même genre que les gènes OX, c'est les activateurs et inhibiteurs, c'est ceux qui reçoivent les ordres des gènes homéotiques en fait. Donc ça va avec les gènes homéotiques, c'est des zones de l'ADN qui sont les interrupteurs pour déclencher des phénomènes de développement à certains moments du développement embryonnaire.